Bonjour, bon réveil, vous êtes sur i24 News, édition spéciale ce matin. 3 familles, des milliers de forces de sécurité et un pays tout entier qui a retenu son souffle pendant 18 jours qui se sont terminés hier de façon tragique. Les corps des 3 adolescents ont été enlevés alors qu'ils tentaient de rentrer chez eux. Ils ont été retrouvés hier à 17 h dans un terrain vague au nord de Hebron. Naftali Frankel, 16 ans, Gilad Shachar, 16 ans lui aussi, et Ali Frar, 19 ans, seront inhumés aujourd'hui. Ils laissent derrière eux des parents, des frères et des sœurs. Édition spéciale donc ce matin pour le Morning sur i24 News. On va tenter ensemble de comprendre ce qui s'est passé, qui sont les ravisseurs, pourquoi ils ont tué leurs otages apparemment quelques instants après leur enlèvement. On va essayer de décrypter également tous ensemble quelles seront les conséquences de cette fin tragique que va faire Israël face au Hamas qui renoue donc avec un terrorisme sanglant. Et on prend tout de suite la direction de Khalchoul, au nord de Hebron, où ont été retrouvés donc les corps hier aux alentours de 17 h. Sur place, notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, est-ce que la zone est complètement bouclée ce matin par les forces de Tzahal? Bien écoutez, Barbara, bonjour. La zone est bouclée, mais partiellement bouclée, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y a des barrages érigés à l'entrée de Khalchoul, mais certaines voitures peuvent sortir. Les soldats inspectent toutes les voitures et par exemple les portes arrière sont ouvertes. Les coffres également inspectés pour savoir s'il n'y a pas des indices qui pourraient les mener éventuellement aux auteurs, aux terroristes qui ont enlevé les 3 adolescents et les ont désormais tués. Cette fin tragique comme vous l'annonciez. Alors Mathias, hier, les forces de sécurité continuent à ratisser le terrain lorsqu'ils tombent sur ces 3 corps. Que s'est-il passé exactement? Comment les ont-ils retrouvés? Eh bien écoutez, cela ressemble étrangement à des scènes connues en Israël. C'était en 2004, lorsque des blindés avaient explosé sur l'axe Philadelphie, à côté de la bande de Gaza. Eh bien, au sud de la bande de Gaza, eh bien, les soldats s'étaient tenus la main, un par un, et avaient inspecté les lieux. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Des centaines de soldats qui se tiennent la main, qui avancent pas après pas, qui soulèvent pierre après pierre. Et soudain, eh bien, des buissons qui ne correspondent pas à l'espace topographique qu'il y a dans cette zone de Hebron, eh bien, attirent l'attention d'un des soldats. Il commence à soulever ces pierres, à débroussailler ces buissons. Et puis, c'est là que véritablement sont trouvés ces corps, les corps des 3 adolescents israéliens. Et immédiatement, eh bien, l'un des soldats appelle les services de sécurité israéliens, le Shin Bet, pour confirmer qu'il s'agit bien de ces 3 adolescents. Alors la question qu'on se pose ce matin, c'est évidemment comment on va réagir. Un mot Allez-y. Oui, Barbara, juste un mot. Je me tourne très légèrement. Vous voyez derrière moi cette colline. Derrière moi, c'est là où ont été trouvés les corps. Véritablement, nous sommes à 10 minutes exactement de l'entrée de cette ville de Khalchoul. C'est là précisément qu'ont été trouvés les corps. C'est-à-dire que le scénario commence à désormais être connu. Ils ont été kidnappés à Kfar Etzion. Kfar Etzion de Khalchoul, c'est à peu près 10 minutes en voiture. À partir du moment où ils comprennent, ces 3 adolescents, qu'ils sont kidnappés, ils appellent la police. À ce moment-là, eh bien, les ravisseurs sont armés de revolvers, ils ont des couteaux et des haches. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que m'ont dit des responsables de la sécurité israélienne. Immédiatement, des coups de feu sont entendus au moment où les adolescents appellent la police. Un échange de voitures est réalisé à 2 minutes exactement de l'endroit où nous nous trouvons. C'est là. Et c'est pour la raison pour laquelle les soldats israéliens pensent qu'il y aurait éventuellement d'autres responsables de cet enlèvement et donc de cet assassinat des 3 adolescents. Un échange de voitures. La voiture est brûlée au sud de la ville de Hebron, un peu plus loin derrière moi. Ensuite, les corps sont déposés
dans cette colline, et c'est là que tout se termine. Merci beaucoup Mathias, on vous retrouve évidemment tout au long de cette édition. À noter que dans le même temps, le sud d'Israël continue d'essuyer depuis 3 jours les tirs de roquettes palestiniennes lancés depuis la bande de Gaza en ce moment même. L'alerte rouge retentit dans le sud du pays. On sera dans quelques instants à Sderot. On vous tient évidemment au courant des développements, mais on se dirige pour l'heure à Nov Ayalon, devant le domicile d'une des 3 familles. On retrouve sur place Léa Berdugo. Quelle atmosphère ce matin dans cette petite localité ? Écoutez, il règne ici une atmosphère de calme, comme si la ville était en état de choc après la nouvelle. Depuis une demi-heure environ, les gens commencent à se rassembler devant la maison des parents de Naftali Frankel. Ils commencent à prier à la mémoire des 3 jeunes retrouvés décédés hier en Cisjordanie, près de la ville de Khalchoul, non loin de Hebron. Les pancartes qui avaient été érigées en soutien aux familles pour retrouver les 3 jeunes sont toujours là. Pourtant, on est passé de l'espoir au deuil ici à Nov Ayalon, un état qui contraste avec l'agitation qui a eu lieu ici dans ce village ces derniers jours. Depuis le 12 juin, date de la disparition des 3 jeunes. Le calme est de retour ici. Les gens commencent donc à se recueillir et à passer en état de deuil après l'annonce hier de la découverte des corps des 3 jeunes Israéliens. Alors Léa, les familles se sont montrées extrêmement dignes pendant ces 18 derniers jours extrêmement tragiques. Elles ont sans cesse évoqué la solidarité de la société israélienne. Est-ce que vous savez si elles comptent s'exprimer dans les jours qui viennent pour s'adresser à la population israélienne ? Écoutez, pour l'instant, nous n'avons aucune information qui va dans ce sens. Ce qu'on sait, c'est que les rassemblements ont commencé dès hier, dès l'annonce de la découverte des corps des 3 jeunes Israéliens. Les gens se sont rassemblés ici, à Nov Ayalon, à Elad, et non loin du Gush Etzion, en Cisjordanie, non loin où ont été retrouvés les corps des 3 jeunes Israéliens. Les Israéliens se sont également rassemblés dans les grandes villes, notamment à Tel Aviv, place Kikar Rabin. Ils ont prié à la mémoire des 3 jeunes. Merci beaucoup Léa Berdugo à Nov Ayalon. On vous retrouve également tout au long de cette édition. Et notre premier invité ce matin est Jacques Neria. Bonjour. Merci d'être avec nous, consultant i24 News, ancien officier des renseignements militaires israéliens. On va tenter avec vous de faire de l'ordre dans ce qui s'est passé, dans ces informations qui coulent à flot en fait depuis hier, depuis que les corps ont été retrouvés. Comment l'échelon sécuritaire israélien comprend ce matin ce qui s'est passé il y a 18 jours ? Écoutez, commençons par cela. Le fil d'Ariane ne nous mène pas encore aux dirigeants du Hamas. Donc, on comprend aujourd'hui, plus ou moins, que c'est une initiative locale, inspirée par l'idéologie Hamas, par la pensée politique qu'il faudrait libérer les prisonniers, pour libérer les prisonniers, il faut kidnapper des Israéliens. Ça n'a pas été commandité par la tête du Hamas, ni à Gaza, ni à l'étranger. Ni à Gaza, ni à l'étranger, ce qui pose un grand problème pour Israël. C'est un très grand problème, parce qu'une fois qu'on ne sait pas exactement qui a commandité, une fois qu'on le saura, donc la réponse sera adaptée à cela. Pour l'instant, nous ne savons pas. Donc, ça, c'est Alors justement, vous dites que c'est peut-être l'objectif était un moyen de pression pour faire libérer des prisonniers. Dans ces cas-là, pourquoi ils tuent leurs 3 otages quelques instants après l'enlèvement ? Alors dans ce cas-là, ce qu'il y a, c'est tout simplement la théorie ne marche pas ici. La théorie ne marche pas. Ce qu'il y a, c'est que les deux kidnappeurs là sont les 2 terroristes. Se heurtent à une situation qu'ils n'avaient pas prévue. Sans doute ils voulaient kidnapper un Israélien, 2 au maximum, ils en ont 3. Ils ne savent pas quoi faire. Les 3 Israéliens se battent. Un téléphone, essaie d'alerter la police. Ils sont paniqués. Donc la première chose qu'ils font, ils tuent les adolescents. Ils brûlent la voiture parce que la voiture a des traces de sang et autre chose naturellement. Et ils sont naturellement... On a trouvé des douilles, des munitions dans la voiture calcinée. Tout à fait. Ce qui fait que et tout cela naturellement a été retenu et n'a pas été porté à la connaissance du public.
Une deuxième voiture est là pour les aider à dégager l'endroit, à transporter les corps et à les jeter parce qu'ils sont sous l'impression que l'armée va immédiatement réagir et être à leur trousse. Et ce qui fait qu'ils se cachent donc dans une enceinte sympathisante, dans un milieu qui les protège, et c'est là où ils sont aujourd'hui. Mais on les a toujours pas retrouvés. Pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé. On sait maintenant, plus ou moins, on se concentre sur Khalkhoul, alors qu'on se concentrait tout à l'heure à Hebron. Je dirais, dans ce confinement géographique, c'est là où ils se trouvent. Ils n'ont pas quitté le lieu. Ils sont cachés et ils doivent bouger pour être attrapés. Pour l'instant, ils ne bougent pas parce qu'ils voudraient nous endormir. Alors évidemment, on comprendra la totalité de l'image que quand les deux ravisseurs seront retrouvés. La chasse à l'homme est donc lancée. On revient en images sur ces quelques dernières heures, sur ces développements tragiques, et c'est signé Leslie Rizoug. C'est la fin d'une attente insoutenable en Israël. Les corps d'Eyal Ifrar, Gilad Shaer et Naftali Frenkel, les 3 adolescents israéliens enlevés alors qu'ils faisaient du stop en Cisjordanie il y a plus de 15 jours, ont été retrouvés à Khalkhoul, un village près d'Hébron. Selon des sources israéliennes, les corps ont été jetés dans un champ. Dans la voiture retrouvée dès le lendemain de leur disparition, 8 douilles de balles ont été retrouvées ce lundi. Depuis l'annonce, la classe politique israélienne a déjà réagi. Il n'y aura pas de pardon pour les tueurs d'enfants, a affirmé le ministre de l'économie, Naftali Bennett. Depuis leur disparition, l'armée israélienne s'était engagée dans son plus important déploiement dans les territoires palestiniens depuis la fin de la deuxième intifada en 2005. Gardien de nos frères, c'est le nom de cette opération d'envergure. De maison en maison, Tzahal a fouillé près de 2000 sites. Des tunnels et des caches d'armes ont été mis à jour et près de 400 arrestations ont eu lieu, dont de nombreux membres du Hamas. Une mobilisation sans relâche et l'annonce, après plusieurs jours, de 2 principaux suspects, Amar Abou Waïché et Marwan Kawashme. Ils sont désormais officiellement désignés comme les kidnappeurs d'Eyal, de Naftali et de Gilad. Proches du Hamas, introuvables depuis la disparition des 3 adolescents. Le Hamas montré du doigt dès le début des recherches par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et qui a toujours nié être impliqué. Mais au-delà de l'armée, c'est toute la société israélienne qui s'est mobilisée autour des familles et des mères qui sont allées jusqu'à l'ONU pour tenter d'alerter l'opinion internationale sur le sort de leurs fils. Avec le dénouement de cette tragédie, c'est désormais un deuil national qui se prépare en Israël. Alors Jacques, parlons de cette riposte israélienne à venir. Tant qu'on ne sait pas exactement qui sont les ravisseurs, ça va être compliqué pour le gouvernement israélien de décider de la marche à suivre ? Écoutez, tout à fait. Pour l'instant, le gouvernement israélien a opté pour une politique, donc une décision de casser, je dirais, l'armature du Hamas en Cisjordanie. Donc on a arrêté plus de 600 individus, on a fermé plusieurs des écoles, des dawa, des centres du Hamas. Dans 2-3 jours, on viendra à bout de toutes ces options-là en Cisjordanie. Par rapport à Gaza, donc parallèlement à ça, le gouvernement a fait comprendre au Hamas Gaza que nous ne souffrirons pas les attaques de missiles contre Israël. Rappelez-vous, rien qu'hier, il y a plus de 50 missiles qui se sont abattus en territoire israélien. Donc la riposte de Tzahal a été, je dirais, à hausser d'un cran. Et hier soir, on a attaqué 34 cibles dans la bande de Gaza. On ne pourra pas, à mon avis, élargir cette confrontation et arriver à une... Pas d'opération de grande envergure à Gaza. Pour l'instant, c'est un dilemme qui est posé aux dirigeants israéliens parce que s'engager dans Gaza, c'est tout simplement prendre un trop grand risque et, je dirais, perdre déjà à ce moment-là la sympathie limitée que nous avons de par le monde. Donc, à votre avis, c'est ce que vous conseilleriez même au gouvernement israélien, c'est opter pour la retenue? Alors, pour l'instant, opter pour la retenue, essayer de savoir exactement qui sont les personnes qui sont derrière, je dirais, ce corps qui est en train de diriger des ravisseurs et des kidnappeurs et des terroristes, savoir exactement qui sont ces personnes-là et tout simplement les cibler et répéter, je dirais, l'action qu'on a menée pendant plus de 20 ans après l'Olympiade de Munich. Revenons un petit peu en arrière. On a dit beaucoup de choses sur l'opération que mène l'armée depuis 18 jours, sur le travail des renseignements qui auraient échoué, sur la réaction de la police également qui n'aurait pas été assez réactive. Est-ce que vous pensez que les forces de sécurité israéliennes auraient pu éviter le pire ? Écoutez,
il faut quand même, je dirais, donner à César ce qui est à César. Oui. Donc, il faut reconnaître que depuis le début de l'année, il y a plus de 30 tentatives de kidnapping qui se sont passées, qui ont été arrêtées par le Shabak. Donc, il faut quand même respecter, je dirais, et donner à juste titre ce qui revient. De notre côté, comme nous sommes dans un territoire, je dirais, qui est contrôlé plus ou moins par les services de renseignement, effectivement, il y a ici un problème. Il y a un problème. Comment est-ce qu'on n'a pas connu, comment est-ce qu'on n'a pas eu, je dirais, à temps des informations concernant cette tentative-là? Tant que ce sont des individus qui ont travaillé indépendamment, ça sera naturellement très difficile. Malgré cela, rappelez-vous, il y a eu beaucoup de détails qui n'ont pas été divulgués pour le public, donc qui étaient déjà connus par le Shabak et qui ont amené le Shabak finalement à ce coin de Khalkhoun. Il faut peut-être expliquer que finalement le Shabak et les forces de sécurité sur le terrain savaient dès les premières heures qu'ils n'étaient plus en vie. Je dirais que oui, mais simplement l'hypothèse de travail était qu'ils étaient encore vivants. C'était tout simplement... Tant qu'on n'avait pas retrouvé les corps. Tout à fait. C'est selon, je dirais, notre tradition. Une fois qu'on a retrouvé le corps... C'est une question éthique. C'est tout à fait. Et c'est ce qui a permis aussi peut-être au gouvernement de frapper contre le Hamas. C'était l'objectif aussi. Tout à fait. De gagner du temps. Tout à fait, de gagner du temps et de profiter, je dirais, de ce flou qui existait sur le terrain. Le flou toujours sert au service de renseignement parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il sait, ce qu'on ne sait pas, les choses n'ont pas été publiées, donc tout cela a amené finalement, en fin de compte, il faut reconnaître qu'après 18 jours, ok c'est 18 jours, mais simplement on a retrouvé les corps, ce qui est un grand exploit, entre guillemets. Rappelez-vous, avec le cas de Saadoun, le cas de 14A, ça a pris des années. Alors là, ici, en moins de 3 semaines, on est arrivé... Pour vous, ce n'est pas trop long. Tzal n'aurait pas dû retrouver les corps plus tôt. On aurait pu, mais simplement, je dirais, tout est proportionné. Je dirais que dans les limites de ce qu'on savait, c'est exactement, je dirais, dans les normes. Il y a eu quand même des dysfonctionnements. Est-ce que les Israéliens doivent s'en inquiéter aujourd'hui pour l'avenir? Les dysfonctionnements de la police, c'est surtout là de cela qu'on parle. Je dirais que c'est malheureux. C'est malheureux que... On rappelle les faits, au moment de l'enlèvement, 22h40 à peu près, 22h25, le jeudi 12 juin. Un des trois jeunes téléphones à la police. Il dit au policier qui est de garde, il dit on est kidnappé. Et puis le policier n'a pas le temps de réagir, mais sans doute dans l'enregistrement qui est resté finalement, on entend des coups de feu. Des coups de feu. Ça a été publié ce matin comme information. On entend des coups de feu. Alors ce qui soit, le jeune, c'est un jeune soldat qui travaille, enfin qui sert dans la police. Il demande à son superviseur à intervenir, et puis finalement il est ignoré. Cet appel est ignoré, et en plus il est sans doute aussi caché. Ce n'est que le Shabak qui a retrouvé cet appel-là et qui demande mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé à cette heure-ci? Pourquoi est-ce que vous avez réagi comme ça et comme ça? Donc cette affaire de camouflage, c'est ce qui a coûté, à 4 policiers de leur poste aujourd'hui. Et je dirais, c'est encore trop peu pour eux. Mais est-ce que, je dirais, la réaction de la police aurait été autre? Qu'est-ce qui serait devenu? Je veux dire, la seule chose qui serait devenue, c'est qu'on aurait immédiatement localisé l'appel. Ils ont dû attendre quelques heures pour que le père d'un des ravisseurs vienne à la police, d'un des otages. Pendant 8 heures, c'était le flou, alors que si jamais le policier avait pris ça au sérieux, on aurait localisé, je dirais, l'événement très vite, et on aurait peut-être aussi économisé, non pas la vie des jeunes, puisqu'ils avaient été exécutés sur le champ, je dirais sommairement exécutés, mais ils auraient retrouvé, je dirais, peut-être ça nous aurait économisé beaucoup d'efforts pour retrouver les corps. Est-ce que Tzahal a mis assez de pression sur le Hamas pendant ces 18 derniers jours? Écoutez, le Hamas en Cisjordanie n'est pas aussi énorme qu'on le pense. C'est un mouvement déjà affaibli. Il était déjà affaibli. Après 600 arrestations, tout ça, je dirais, il n'y a pas beaucoup à travailler là-bas sur le Hamas. Donc, il faut se rabattre sur le Hamas Gaza, sur Hamas à l'extérieur, Qatar, en Syrie, un peu partout dans le monde. On pourrait imaginer des opérations, des éliminations ciblées à l'étranger? Je peux imaginer beaucoup de choses. Malheureusement, je ne suis pas un décideur. Si j'étais décideur, je l'aurais fait. C'est-à-dire éliminer les têtes du Hamas à l'étranger? J'aurais éliminé tous ceux qui sont responsables du meurtre, d'assassinat d'Israéliens. Mais est-ce qu'ils sont responsables?
Mais voilà, il faut tout simplement savoir. Je dirais que c'est pour cela que nous avons des services de renseignement, c'est pour cela que nous savons plus ou moins qui est responsable, qui est en train de tirer les ficelles derrière les coulisses. Et une fois que nous le saurons et nous serons complètement sûrs que c'est cette information-là, je pense qu'il faudra sévir. Le cabinet israélien s'est réuni hier soir en urgence jusqu'aux petites heures de la nuit. Finalement, ils n'ont pas réussi à décider. Ce soir, ils se réunissent encore. On comprend que l'échelon politique israélien a envie de décider avec la tête et non pas avec le ventre. Est-ce que ce n'est pas ce qui est rationnel à faire aujourd'hui? Tout à fait. Écoutez, chacun d'entre nous, finalement, est un être humain et une fois qu'on voit on entend une information pareille, ce sont les entrailles qui parlent d'abord. C'est l'émotion, c'est la colère, c'est essayer de se venger, c'est la vengeance. La vengeance. Mais c'est un proverbe ou un dicton français qui dit que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Donc il faut attendre, il faut se calmer, penser logiquement, voir ce qu'on peut faire et alors agir et non pas agir sur le champ parce que ça ne sert à rien. Les seules choses qui ont été faites, on le rappelle, cette nuit, mis à part ces tirs à Gaza, on va y revenir, c'est la destruction partielle des deux habitations des deux terroristes. On attend encore la décision de la Haute Cour de justice. Si la Haute Cour de justice va permettre la destruction totale, alors les maisons seront... Ça sera, je dirais, une politique qui sera adoptée. Cette procédure comme ça qui prend du temps, est-ce que c'est une bonne chose? C'est la démocratie israélienne? Écoutez, nous sommes dans une démocratie, c'est bien que ça soit comme ça prend un peu de temps. C'est la faiblesse d'une démocratie, mais c'est aussi sa puissance. Alors dans ce contexte, on l'a dit, Jacques, l'aviation israélienne a opéré cette nuit largement dans la bande de Gaza, 34 cibles terroristes frappés par les avions de chasse israéliens. On retrouve dans le sud d'Israël, dans la ville de Sderot, notre envoyé spécial Maël Benoliel. Maël, est-ce que les tirs depuis Gaza vers le sud ont repris ce matin? Oui, alors écoutez, Barbara, effectivement, il y a quelques instants seulement, nous avons pu voir en direct un lancement de roquettes depuis Gaza qui s'est abattu apparemment sur la ville de Sderot, puisque nous nous trouvons à quelques centaines de mètres seulement de Gaza et de la frontière, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et ce tir, cette attaque, fait suite à une nuit de violence et de tension ici dans le sud d'Israël, comme l'avait annoncé hier Benjamin Netanyahou, après que Tsahal ait trouvé le corps sans vie des 3 adolescents disparus depuis 18 jours. Le Hamas est responsable, le Hamas va payer. Alors officiellement, il est difficile de relier l'attaque qu'il y a eu hier soir, qu'il y a eu cette nuit, de la part du Hamas avec les déclarations de Benjamin Netanyahou. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les coups de 2 heures du matin, Tsahal a attaqué 34 cibles terroristes appartenant au Hamas ou au djihad islamique en l'espace de 10 minutes. Des tirs donc ciblés qui ont été répondus, par d'autres tirs de roquettes au nombre de 4 jusqu'à celui-ci, faisant des dégâts matériels du côté de Eshkol. Et à noter aussi pas de blessés, mais à noter aussi qu'une femme a été hospitalisée en état de choc avancé. Maël Benoliel depuis Sderot, merci. On vous retrouve évidemment tout au long de cette édition si nécessaire. Benjamin Netanyahou le déclare d'emblée. Hier, le Hamas est responsable. Le Hamas en payera le prix. Une opération de grande envergure à Gaza, vous le dites, n'est pas une option pour le moment? Pour l'instant, non. Je ne pense pas que ça soit une option. Écoutez, les deux kidnappeurs sont des terroristes qui appartiennent au Hamas. Donc, Hamas, l'aile militaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont été arrêtés plusieurs fois. Ils ont fait de la prison, les deux. Ils ont été détenus. On les connaît. Ils sont connus. Leur lien avec le Hamas est connu. Simplement, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui encore, est-ce que ces deux individus-là ont fait ce qu'ils ont fait par ordre du Hamas? Ou si c'est une inspiration locale, c'est allons, sortons, allons tuer un juif, pourquoi pas? Ça s'est déjà passé il y a avec Baruch Mizrahi, la circulation gênait à un certain ex-détenu, il a dit allons tuer un juif, alors il a été tué un juif, alors il est tombé sur Baruch Mizrahi. Alors c'est la même chose ici, ça pourrait être une initiative, allons, ces deux individus qui sont je dirais de la pègre, la pègre de la société palestinienne qui tout simplement ont décidé d'aller se venger. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas les Juifs.
En tout cas, le Hamas craint le pire. On apprend que cette nuit, la direction du Hamas a tenté de contacter des pays amis, l'Égypte, la Turquie, etc., pour essayer de modérer la réaction israélienne. Le Hamas s'attend quand même au pire? Écoutez, vous comprenez très bien comment le Hamas réagit par le fait que sur les 34 cibles attaquées hier par Tzahal, la réponse du Hamas aurait été autre. Si nous étions dans une situation où l'Égypte était, disons, gouvernée par Morsi, les frères musulmans, au lieu d'être gouvernée par Sisi, le militaire, la réaction du Hamas aurait été différente immédiatement. Le Hamas aurait ouvert les portes du feu contre Israël. C'est ce qu'ils ont dit. Nous sommes prêts à tout. Si Israël nous attaque, nous ouvrirons les portes de l'enfer. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un arsenal de missiles. Ils vont tirer non seulement sur Sderot et sur Ashkelon et sur Ashdod, ils vont tirer sur Tel Aviv, sur Rehovot, sur Dimona, sur Beersheba. Ils feront ce qu'ils ont. Ils ont les moyens. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas d'arrière aujourd'hui. Les tunnels sont fermés, donc ils sont limités. Ils sont seuls et isolés à Gaza. Ils sont seuls et isolés dans le monde arabe. C'est dans cette situation-là qui est pour l'instant pour Israël une situation favorable pour essayer d'attaquer le Hamas. Mais simplement, il faut savoir attaquer modérément et je dirais, et tirer et viser les points faibles du Hamas et non pas entrer, je dirais, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tout à fait, dans un magasin de porcelaine, et puis en essayant de faire des punitions collectives, des populations qui vont souffrir, des familles qui vont avoir des morts. Des dégâts collatéraux, etc. Israël n'en veut pas. Tout cela, nous ne voulons pas, tout à fait. Et donc, on peut il faudra faire des opérations pointues, à moins que, naturellement, Israël ne se décide d'attaquer l'infrastructure du Hamas dans la bande de Gaza. Donc, on attaque les centres névralgiques, ce sont les ports, c'est le port de Gaza, c'est la station thermique, la station l'électricité, tout le reste, tout simplement. Ce qu'on a déjà vu dans l'histoire. Et de nouveau, c'est pour simplement par ce moyen-là, on fait pression sur la population, espérant que la population fasse pression sur son leadership, ce qui est généralement pas le cas. Restez avec nous, Jacques. Vous êtes sur i24 News. Il est bientôt 8h30 à Tel Aviv. Voici un résumé de l'information ce matin, édition spéciale consacrée à la mort des 3 jeunes. Leurs corps ont été enlevés il y a 18 jours et retrouvés hier à 17h dans un terrain vague au nord de Hebron. Naftali Frankel, 16 ans, Gilad Shachar, 16 ans lui aussi, et Eyal Ifrar, 19 ans, auraient été tués par balle quelques heures après leur enlèvement. Dans la voiture calcinée et retrouvée, les forces israéliennes ont donc trouvé des munitions et des traces de tir. Sur le terrain, Tzahal renforce son dispositif pour retrouver les 2 ravisseurs. Chasse à l'homme, leurs domiciles ont été partiellement bombardés. Cette nuit, la zone de Hebron a été complètement bouclée. Et pour le Premier ministre israélien, le Hamas est responsable de cet assassinat et en paiera le prix. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas s'est entretenu cette nuit avec plusieurs de ses homologues occidentaux pour éviter qu'Israël n'adopte des mesures punitives de grande envergure en Cisjordanie, mais à Gaza également. Et quelques heures après la découverte des corps, notez que Tzahal a engagé des frappes aériennes dans la bande de Gaza. 34 cibles terroristes du Hamas visées. À noter que 3 roquettes ont été tirées sur le sud d'Israël cette nuit. 20 missiles en tout depuis 24 heures. Enfin, l'image de cette matinée, ce sont ces rassemblements spontanés cette nuit un peu partout en Israël. Bougies, prières et recueillements en hommage aux 3 adolescents assassinés donc il y a 18 jours. Voilà, on va se quitter pour quelques petites minutes. On continuera de décrypter la situation avec vous. Nous recevrons le diplomate Daniel Sheikh pour essayer de comprendre quelles seront les conséquences également politiques de cet assassinat. Comment va réagir Israël face à l'autorité palestinienne et à Mahmoud Abbas. On se retrouve juste après une petite pause. Nous sommes en direct depuis Tel Aviv, édition spéciale ce matin, suite aux 3 corps des adolescents israéliens enlevés il y a 18 jours qui ont été retrouvés donc hier aux alentours de 17h dans un terrain vague au nord de Hebron. On continue ensemble de décrypter cette situation, de comprendre quelles vont être les conséquences et on poursuit avec vous, Cyril Amar, pour voir comment la presse israélienne couvre l'événement ce matin. C'est évidemment la consternation qui domine.
Oui, évidemment, on va voir 19 jours que tout un pays retenait son souffle dans l'espoir que Naphtali, Eyal et Gilad donnent enfin signe de vie. Mais l'issue est amère, titre ce matin en une le quotidien grand tirage Yediot Aharonot. Au midi de leur jour, à la fleur de l'âge, les 3 adolescents ont été assassinés par des animaux à la forme humaine, écrit le Israël Hayom, qui reprend mot pour mot l'expression du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un trauma national qui, selon le quotidien israélien en langue anglaise, Jerusalem Post, s'achève de la pire manière qu'il soit, dans un champ rocailleux dans la localité de Khalchoul. Israël qui est, selon nos confrères du Haaretz, passé de l'espoir au deuil en moins de 24 heures. Avant-hier encore, des dizaines de milliers d'Israéliens s'étaient rassemblés sur la place Rabin à Tel Aviv en signe de solidarité avec les familles. Mais hier, sur cette même place, les badauds se sont recueillis, cette fois-ci à la mémoire des victimes, en allumant des bougies, vous le voyez, qui forment les prénoms des 3 défunts. Alors évidemment, les journaux nous livrent ce matin de plus amples informations sur les circonstances du drame, comme avec cette infographie du Yediot Aharonot qui retrace, vous le voyez, l'itinéraire des ravisseurs. Le journal refait le film des événements et nous explique qu'il ne s'est écoulé que 5 petites minutes entre l'enlèvement et le meurtre des 3 adolescents. Désormais, conclut le Israël Hayom, les mères des jeunes victimes sont unies à jamais par les liens du sang. Voilà, les dirigeants israéliens ont aussitôt accusé le mouvement islamiste du Hamas. Quelles sont les réponses envisagées par la presse ce matin ? Barbara, la vengeance du sang d'un enfant, Satan ne l'a point encore inventée. C'est une phrase écrite par le poète israélien Nachman Bialik. Eh bien, le Premier ministre et son cabinet de sécurité vont donc devoir faire preuve de beaucoup d'imagination pour frapper et pour inventer donc cette vengeance, frapper les responsables de l'enlèvement. Et pour Netanyahou, c'est le Hamas qui va devoir répondre de la mort des 3 adolescents. Le Hamas est responsable et le Hamas paiera. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre avant d'entrer pour une réunion extraordinaire de son cabinet de sécurité. Partisan de la loi du talion, vous allez le voir, Assaf Golan, dans le Maariv, lui préconise la peine de mort pour les bourreaux du Hamas. Qu'on les pende, écrit le journaliste. Réveillons-nous, nous ne vivons pas sur une île verte, mais entourés de barbares. Il faut broyer le Hamas. Et qu'importe si la communauté internationale nous condamne et hurle son indignation. La vie, conclut-il, est bien plus sacrée que n'importe quelle campagne de relations publiques. Mais qu'entend au juste Netanyahou lorsqu'il déclare que le Hamas paiera, s'interroge circonspect l'expert militaire du Yediot, Monsieur Fishman. En aucun cas, il faudrait réagir avec les tripes, nous dit le journaliste. Ce serait contre-productif. Et au lieu de dissuader le Hamas, eh bien, le mouvement islamiste palestinien pourrait au contraire en sortir renforcé et Israël se retrouver une nouvelle fois isolé sur la scène internationale. Avant d'appuyer sur la gâchette, écrit Fishman, il faut examiner avec précision la banque de cibles et impliquer les Européens et les Américains. Répondre intelligemment, c'est également ce que préconise Nahum Barnea dans les colonnes du même journal. Surtout, pas de punition collective, écrit le journaliste. Une punition qui pousserait la population palestinienne dans le giron du Hamas au lieu d'éradiquer le mouvement islamiste palestinien. Le spécialiste des questions de défense du Haaretz, Amos Harel, met de son côté en garde contre les dangers d'une escalade de la violence. Le gouvernement Netanyahou va devoir à présent manœuvrer entre la colère des Israéliens d'une part, la pression de l'aile droite de son cabinet, évidemment le danger d'une escalade avec le Hamas dans la bande de Gaza. Car la découverte des corps des 3 adolescents va sans doute échauffer les esprits en Israël entre juifs et arabes. Et l'on peut avancer sans trop se risquer que de nouvelles opérations de représailles dites du prix à payer vont être enregistrées dans les prochaines semaines. L'opération, conclut Harel, doit avoir un objectif beaucoup plus précis que celui de satisfaire l'esprit de revanche des Israéliens. Et toute la tristesse et la désolation de la presse israélienne, on la retrouve ce matin dans cette caricature, vous allez le voir, de Guy Morad, en dernière page du Yediot Aharonot. À l'entrée du cimetière, les Israéliens jettent les pancartes qu'ils avaient brandies pendant 18 jours, les pancartes flanquées du slogan « Ramenez nos garçons ». Voilà, Cyril, restez avec nous. On va parler de cette vengeance complexe qu'Israël essaye de mettre en place avec vous, Jacques, mais également avec Daniel Sheikh qui nous a rejoint ce matin. Merci d'être avec nous, diplomate israélien, notamment ambassadeur d'Israël en France. C'est complexe comme question. À votre avis, quelle attitude doit adopter Israël ce matin ? Le gouvernement, c'est un métier complexe. Vous savez, aujourd'hui... c'est compréhensible que les sentiments qui priment soient l'indignation, la colère, l'amertume, la volonté de vengeance. Mais tout cela sont de mauvais conseillers pour des gens, pour des membres d'un cabinet qui doit choisir maintenant le chemin à suivre.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas lieu de prendre aussi des mesures militaires, certainement c'est le cas, mais je m'attends, moi personnellement, d'un gouvernement intelligent, de voir un peu au-delà de cette première réaction viscérale et de réfléchir avec la tête et pas seulement avec les tripes, parce que des opérations qu'on va lancer aujourd'hui, il faut réfléchir où elles nous mèneront dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, etc. Et j'espère, je suppose que ce sera le cas avec le Conseil des services de sécurité. Et puis on verra dans les prochains jours quel aura été le choix. Quand vous dites riposte militaire, concrètement, ça veut dire quoi ? Je ne suis pas un expert militaire, ce n'est pas mon métier, mais il me semble qu'il faut choisir les cibles d'abord utiles, mais aussi celles qui sont véritablement responsables et celles qui pourraient être responsables dans l'avenir d'actes terroristes, les dirigeants militaires, certainement pas des ripostes en masse à Gaza ou même en Cisjordanie, mais il y a des gens pour qui c'est leur métier. Dans cette guerre psychologique, est-ce qu'Israël n'a pas tout intérêt à se montrer maintenant dissuasif pour l'avenir, pour empêcher ce genre d'enlèvement, à frapper fort un grand coup, pour faire passer un message très clair? Parce que pendant 40 ans, Israël s'est montré ouvert, tranquille, compréhensif. Non, c'est une guerre. Nous menons une guerre depuis plus de 40 ans avec ces gens, et avec une force qui est 20 fois, 30 fois, 40 fois plus grande que celle des Palestiniens. Et pourtant, nous nous retrouvons dans une situation tragique chaque fois à nouveau. La force, c'est quelque chose qu'il faut savoir manier intelligemment. Il ne suffit pas simplement de montrer qu'on est plus dissuasif. Est-ce que Tzahal n'est pas dissuasif par rapport à 2 garçons du Hamas qui ont enlevé 3 jeunes gens israéliens? Bien sûr que Tzahal a les moyens d'être dissuasif. C'est une question psychologique, vous avez raison. Ces gens n'ont pas peur, c'est très simple. Ça veut dire que Tzahal ne s'est pas montré suffisamment dissuasif si ces jeunes n'ont pas peur de continuer à enlever des Israéliens? Il faut toujours prendre en considération le fait est-ce qu'ils ont quelque chose à perdre dans leur vie ou à gagner? Ils n'ont rien à gagner. Ces gens-là n'ont rien à gagner. Bien au contraire, leur gain, être flamboyant, c'est tuer des Israéliens. Ils sont aujourd'hui des héros. Ils sont considérés des héros en Cisjordanie. Leurs noms sont cités et je dirais leur acte est un acte de courage ultime que les Palestiniens sont appelés à imiter. C'est là où nous n'arriverons pas, nous, Israéliens, à rentrer dans cette mentalité de confrontation qui est pour eux, c'est le seul choix qu'ils ont. Alors que doit faire Israël face au Hamas? Alors que doit faire Israël face au Hamas? Donc il y a, comme on dit, une banque de cibles. Donc face au Hamas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des cibles pointues. C'était très bien qui sont les responsables militaires du Hamas. Tout cela se passe aujourd'hui dans une atmosphère ou dans un contexte où il n'y a pas eu encore de morts israéliens dans les villages frontaliers, dans les villes israéliennes à cause de missiles. Mais ça pourrait arriver. Et si cela arrive, je dirais la riposte de Tzahal sera différente. Il y a plusieurs scénarios à penser et les scénarios sont assez variés. D'attaquer, de prendre une petite bande de terrain dans la bande de Gaza comme il s'est passé il y a quelques années, ou au contraire découper la bande de Gaza en 3 par exemple. Et limiter... Le chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman, ce n'est pas rien, dit qu'il faut réinvestir totalement la bande de Gaza. Écoutez, et c'est ça la politique à mener. Je ne vais pas discuter avec M. Lieberman, mais je peux vous dire une chose, que pendant la grande période d'occupation israélienne de la bande de Gaza, nous étions avec plus de 50... plus de 10 ou 15 brigades de parachutistes et autres qui étaient présentes déployées dans la bande de Gaza, et on contrôlait uniquement 2 grandes rues. Donc il ne faut pas exagérer, nous ne pouvons pas investir toute l'armée israélienne. On le voit même en Syrie, les Syriens sont plus intelligents, ils ne mettent pas toute l'armée à Alep ou à Damas. Je suppose, Daniel Sheikh, que vous ne partagez pas trop l'opinion d'Avigdor Lieberman. Je crois d'ailleurs que ses compagnons de route dans le gouvernement ne la partagent pas non plus. Et
comme Jacques Neria, du parti Atnoa, le parti de Tzipi Livni, qui fait partie du gouvernement. Mais il faut un minimum d'intelligence pour ça, pas forcément un engagement politique. Vous savez, maintenant, reprendre la charge de la vie de presque 2 millions de Palestiniens, sans parler du fait que vous mettez à risque des milliers de soldats israéliens, franchement, ça me semble une décision bizarre. Mais il y a le problème actuellement est la Cisjordanie, c'est clair, parce que Gaza, c'est un îlot isolé du Hamas avec lequel nous vivons tant bien que mal depuis quelques années, avec une sorte de régime de haut et de bas. En Cisjordanie, on a vu Tzahal opérer pendant 18 jours avec beaucoup de retenue. Ça s'est passé dans le calme, ça n'a pas dégénéré. C'est le souhait de la frange modérée du gouvernement de continuer ainsi. Je suppose, et peut-être qu'il faut maintenant que le mystère des 3 garçons est résolu de manière tragique. Il y a d'autres moyens à employer aussi. On peut poursuivre, comme le dit Jacques Neria, les têtes militaires du Hamas, essayer de les arrêter, de les tuer éventuellement, de les éliminer éventuellement. Vous savez, pour arrêter les guerriers, il faut de la violence. Pour arrêter la guerre, il faut de l'intelligence. Ce n'est pas la même chose. Alors, pour le moment, il faut poursuivre les guerriers du Hamas, mais en parallèle, ça a toujours été la position de la frange centre-gauche dans la politique israélienne. En parallèle, il faut essayer de poursuivre une solution diplomatique à notre conflit. Cyril. Oui, 2 petits mots. Un premier mot sur la dissuasion, dans le sillage de ce que disait Jacques tout à l'heure. Peut-être que l'armée aujourd'hui est en train de faire ce qu'elle n'a pas fait pendant 19 jours, à savoir essayer de dissuader justement les futurs preneurs d'otages, les futurs ravisseurs, en détruisant d'une part les maisons de Marwan Kawasme et de Amer Abou Aïché qui ont été détruites, partiellement cette nuit, mais également en arrêtant les pères des deux présumés coupables, des deux présumés ravisseurs. Ça, c'est pour la dissuasion. Deuxièmement, la vraie question qui va se poser pour le gouvernement israélien, c'est la question de la légitimité d'une frappe, d'une riposte massive contre le Hamas. Je vous rappelle qu'hier, sur cette antenne, l'ambassadeur de France en Israël, Patrick Mozonav, a évidemment s'est déclaré qu'il était en état de choc, qu'il compatissait avec la douleur des femmes, etc. Il a appelé à la retenue et il a déclaré qu'il n'y avait à ce jour aucune preuve de l'implication avérée du Hamas dans cette affaire. Donc c'est une affaire à suivre pour voir si la communauté internationale va donner légitimité à Israël pour frapper massivement le Hamas. Ça compte pour Israël, cette réaction internationale ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On va se retrouver finalement, au lieu de se battre contre le Hamas, en train de nous battre à l'ONU. C'est tout simplement superflu. Il faut, comme le dit l'ambassadeur de Tchèque, il faut tout simplement penser avec intelligence. L'intelligence demande aujourd'hui de terminer une aberration qui existe à l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne paie des salaires mensuels aux prisonniers du Hamas et autres qui sont dans les geôles. Oui. Alors, c'est tout simplement aberrant. Il y a même une échelle de prix, de salaire. Celui qui a tué plus reçoit plus d'argent et ainsi de suite. Alors, précisément, parlons de réponse intelligente. Est-ce qu'Israël va en profiter pour exiger de Mahmoud Abbas de rompre totalement les liens avec le Hamas ? Je ne doute pas que le Premier ministre va l'exiger. Il l'a exigé depuis le premier jour, même avant l'enlèvement. Cette issue tragique va convaincre il n'y a pas de raison qu'il s'arrête de l'entendre. maintenant. Donc, à votre question, je dis oui, il y aura une exigence. Est-ce qu'elle sera suivie? Est-ce que c'est la bonne marche à suivre? On verra, mais l'exigence sera là. Mais il faut aussi comprendre que le Hamas ne se trouve pas du tout dans une bonne situation ces jours-ci. C'est une organisation affaiblie, délaissée par ses mentors, l'Égypte et d'autres, et qui est en fait ce qui la rend, en tant qu'organisation, vulnérable, notamment sur le plan financier. C'est une réponse intelligente, essayer de couper les réseaux financiers, à la fois pour recevoir de l'argent et à la fois pour le distribuer. Est-ce que là aussi beaucoup de choses vont dépendre du président palestinien et de l'attitude qu'il va adopter face au Hamas? Oui, il a un rôle évidemment important à jouer. Je pense que pendant les 19 jours de l'enlèvement, il s'est conduit de manière plus qu'honorable. Ces services de sécurité ont participé pleinement aux recherches et aux poursuites contre les dirigeants du Hamas. Il a condamné l'enlèvement, il a appelé au retour des otages. Est-ce que Binyamin Netanyahou lui en a été assez reconnaissant?
Ça dépend à qui vous poserez la question. Je vous la pose. Vous savez, aux yeux de Mahmoud Abbas, sans doute pas, mais je ne suis pas le porte-parole de Mahmoud Abbas. Aux yeux de Tzipi Livni et de votre parti, est-ce que Benyamin Netanyahou aurait dû réagir autrement? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question à Tzipi Livni. Je ne sais pas. Je crois que Mahmoud Abbas a été un allié plus qu'un adversaire dans cette affaire et qu'il est plus intelligent de le maintenir comme ça. C'est mieux d'avoir cette différenciation assez claire entre le Hamas terroriste et Mahmoud Abbas et de ne pas l'affaiblir encore plus parce que lui aussi politiquement ne se trouve pas dans une situation extraordinaire. Mais il faut comprendre aussi que lui est dans une situation très difficile face au Hamas dans l'opinion publique. Oui, Cyril. Un autre dilemme auquel va devoir faire face le cabinet de sécurité israélien, c'est la réponse face au Hamas. Le gouvernement est face à un dilemme. S'il frappe le Hamas, il faut bien savoir que c'est le garant d'une certaine accalmie depuis l'opération Pilier de défense face aux djihadistes, face aux salafistes de la bande de Gaza. C'est le bon flic de la bande de Gaza, c'est aujourd'hui le Hamas qui assure donc la sécurité dans l'enclave palestinienne. Puis deuxièmement, les services de sécurité, les services de renseignement israéliens, et je parle sous le contrôle de Jacques Neria, estiment que le Hamas dispose d'un arsenal de roquettes qui pourrait mettre à portée de feu la population israélienne, jusqu'à Tel Aviv, certaines parts de roquettes de plus longue portée, même qui pourraient atteindre le nord d'Israël. Donc ça va être quand même des considérations majeures dans les futures décisions du cabinet de sécurité. Voilà, et on va retrouver notre correspondant envoyé spécial à Khalkhoul, Mathias Inbar. Khalkhoul, au nord de Hebron, où ont été retrouvés hier les corps des 3 jeunes. Alors, sur ce qu'on vient de dire, Mathias, est-ce que dans l'échelon militaire, sécuritaire que vous croisez depuis ce matin, on craint que la situation puisse dégénérer dans cette zone ? Non, pas forcément, Barbara. Les soldats que je croise disent maîtriser pour l'instant la situation. Il est clair que l'échelon militaire a décidé de renvoyer la plupart des soldats qui étaient mobilisés pour mener les recherches. Et ne reste au sol, dans cette région de Khalkhoul et de Hebron qui est derrière moi, uniquement des forces, certaines forces terrestres et surtout les forces spéciales. Je peux confirmer après en avoir discuté avec certains soldats et surtout en fonction de leur tenue vestimentaire qu'il s'agit véritablement de forces spéciales entraînées aux commandos et aux opérations plus que spéciales dans cette région de Hebron. Le mot d'ordre, Mathias, si l'on comprend bien, pour les heures qui viennent, peut-être les jours qui viennent, c'est la retenue ? C'est entre retenue et aller le plus vite possible. L'opération n'est pas terminée. Voilà le mot d'ordre de la part des soldats. L'opération, après avoir désormais découvert les corps des 3 adolescents, il s'agit de retrouver les terroristes et les auteurs des faits. On le sait, il y a 2 terroristes suspectés, mais également, je l'ai dit tout à l'heure, des personnes qui les auraient aidés, notamment ceux qui ont amené la voiture pour les amener dans un autre endroit. C'est une véritable chasse à l'homme qui se déroule actuellement au sol. L'idée, effectivement, c'est de ne pas enflammer la région parce qu'on le sait, nous sommes en période de Ramadan et il faut aller le plus vite possible. C'est une opération tant commando que de collecte de renseignements. Tous les indices seront nécessaires pour retrouver les auteurs des faits. Merci beaucoup Mathias. Depuis Khalkhoul, on se dirige à présent vers Nof Ayalon, devant le domicile de la famille Frankel, où on va retrouver notre envoyée spéciale Léa Berdugo. Léa, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous êtes avec moi. Quelle est la situation à l'heure où l'on parle dans la localité de Nof Ayalon? Écoutez, il règne ici une atmosphère de choc. Nous venons de parler au porte-parole de la municipalité de Nof Ayalon qui nous expliquait que malgré les vacances d'été, les écoles allaient réouvrir pour offrir un soutien psychologique aux enfants et aux familles des enfants ici. Donc à Nof Ayalon, une atmosphère de choc mais également de calme et de recueillement. Depuis 1 heure environ, des personnes viennent ici devant la maison des Frankel pour se recueillir et prier à la mémoire des 3 jeunes. On peut encore lire les pancartes qui avaient été érigées en soutien aux familles des victimes désormais et qui disaient « Ramenez-nous nos enfants ». Elles sont toujours là. Pourtant, on est passé de l'espoir au deuil ici. Les rassemblements continuent donc hier soir dès l'annonce de
de la découverte des corps des 3 Israéliens. Des personnes se sont rassemblées ici, mais également auprès des autres familles, des jeunes disparus. Et également, les rassemblements se sont déroulés dans tout le pays, notamment à Tel Aviv, place Kikar Rabin hier. Alors, Léa, est-ce qu'on sait déjà ce qui est prévu pour les obsèques des 3 jeunes ? Non, probablement ce seront des grandes funérailles, mais nous n'avons pour l'instant aucune information. Nous vous tiendrons bien sûr au courant au fil de la journée. Merci beaucoup, Léa. On vous retrouve évidemment tout au long de cette édition. Alors, Daniel, est-ce qu'on peut comprendre la réaction de la société israélienne en disant que finalement, oui, c'est un choc, mais qu'elle est malheureusement trop habituée à ce genre de situation également ? Franchement, je ne suis pas certain, je ne suis pas d'accord entièrement avec votre description. Je crois que la société israélienne, pendant ces derniers jours, a réagi comme elle réagit souvent dans des situations tragiques de ce genre, une sorte de rassemblement, beaucoup d'empathie, beaucoup de solidarité. Et je crois que les Israéliens se sentent concernés. C'est clair. Mais il y a eu comme un déclic après avoir trouvé les corps des 3 jeunes gens, où vous avez une sorte où la solidarité s'arrête d'une certaine manière. Et d'une part, certains cherchent une vengeance. Cyril a décrit les propos du commentateur de Maariv, de Amos Harel. Et c'est une réaction. Les autres disent une sorte de désespoir, une sorte de litanie de nous nous en sortirons jamais, etc. Et d'autres qui parlent, qui disent voilà, il n'y a pas d'autre solution que de reprendre les négociations de paix et de trouver une fois pour toutes une solution. Mais j'aimerais continuer encore une phrase de ce qu'a dit Cyril avant qu'on parle à vos envoyés spéciaux sur les conséquences de n'importe quelle décision du gouvernement. Il a parlé de l'arsenal de roquettes. C'est précisément le rôle d'un gouvernement intelligent, de ne pas écouter uniquement la volonté compréhensible de la masse de la population de voir une riposte forte, ferme, cruelle même, une vraie volonté de vengeance, mais de réfléchir au-delà et de penser, est-ce que nous voulons maintenant plonger le pays pendant des semaines et des semaines dans un nouveau round de tirs de roquettes, d'attaques ciblées à Gaza, etc. Tout ça, ce sont des choses à prendre en considération. Il ne faut pas, d'une part, avoir peur de prendre des mesures si elles sont véritablement nécessaires et efficaces, mais il ne faut pas simplement les prendre parce qu'il y a des voix dans la population et dans la presse qui vous y pressent. Vous êtes d'accord avec ça, Jacques ? Écoutez, oui, moi je peux parler uniquement du point de vue militaire. Je dis les circonstances internationales sont favorables pour Israël pour une grande frappe. La question est de savoir utiliser cette épée. Et j'aurais employé ici un proverbe arabe. Nous sommes comme des lions. Et le proverbe arabe dit la chose suivante: si tu vois les dents du lion, ne pense pas qu'il est en train de sourire. Donc nous montrons nos dents et il ne faut pas qu'on nous interprète faussement. On sait utiliser nos armes et on sait les diriger. La question est de savoir comment, où et quand. Tout cela ça relève de la décision de nos décideurs, de nos hommes politiques, et j'espère qu'ils auront la sagesse et l'intelligence de savoir employer cette arme-là. Voilà, c'est évidemment la question de cette matinée, quelle riposte va adopter Israël. J'aimerais qu'on revienne quand même sur les familles. On les a vues à l'image, on les a vues pendant ces 18 derniers jours extrêmement dignes, presque souriants pour certaines. Hein. Les mères ont montré, et les pères d'ailleurs, ont montré une confiance aveugle en le gouvernement, en l'armée. Hier, l'une d'entre elles a même remercié Mahmoud Abbas et le maire palestinien de Hebron pour leur coopération. Comment vous comprenez cette attitude de ces 3 familles ? Je ne sais pas. Franchement, ça vous a étonné ? Oui, je crois que ça a étonné tout le monde. Oui. Je pense que il faut réfléchir, il faut penser que ces familles savaient depuis très très tôt dans cette affaire que les chances de retrouver leurs enfants vivants n'étaient pas énormes. Ils le savaient. Les familles le savaient. Il y a eu même des moments où certains membres de la famille ont insinué, mais
C'est la foi, je suppose. C'est quelque chose qui nous On est voit ces peut-être images, hein. Il y a 48 heures, étranger. Place Rabin, 85 000 personnes, les maires sur la tribune. Et la phrase d'une des mères qui a résonné chez tout le monde, qui a dit à des gens, à des étrangers qui sont venus la soutenir pour dire préparez-vous aussi à une mauvaise solution, à une mauvaise résolution. Et ne soyez pas brisés par cette nouvelle. C'est la foi totale, aveugle, si vous voulez, en Dieu et en son dessein. C'est une idéologie aussi extrêmement forte Sans quant doute. au sionisme, au bien fondé de l'État d'Israël. Sans doute, mais je ne peux pas penser que dans le cadre de leur foi idéologique, la mort d'un enfant soit quelque chose d'acceptable, mais dans le cadre de la foi religieuse, oui, c'est peut-être quelque chose avec la question du suicide de Masada. Est-ce que le suicide était légitime ou bien au contraire il a amené une grande tragédie sur le peuple juif? L'opinion est divisée. Moi, je pense que ça nous a amené un grand malheur. Ça nous a tout simplement déportés de notre pays pendant plus de 2 mois. Alors, on va terminer là-dessus. Vous parlez d'opinion divisée. On a dit beaucoup de choses sur les deux Israël, qui ont reflété ce drame. D'un côté, ceux qui vivent derrière la ligne verte, de l'autre, les laïcs, la bulle de Tel Aviv. Est-ce que vous pensez qu'au final, cet événement a plus divisé ou a plus fédéré la société israélienne? D'un côté, il y a eu un moment de solidarité. De l'autre côté, les gens commencent à penser, écoutez, je dirais pour une famille moyenne qui vit à Tel Aviv, les enfants ne quittent pas la maison et ne voyagent pas en autostop, même dans Tel Aviv. Il faut être complètement inconscient pour laisser les enfants de cet âge-là prendre des voitures en autostop à 10h ou 11h de la nuit. Ça, c'est un argument que les Israéliens sont en train de soulever. Mais cela, naturellement, ce n'est pas un argument simple, c'est une idéologie. Parce que ce que les autres disent, c'est nous avons le droit de tout faire. C'est notre pays, c'est, je dirais, une certaine arrogance, et c'est le prix qu'il faut payer. C'est un débat qui va certainement continuer d'agiter la société israélienne. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous. Cyril, on vous retrouve tout à l'heure. On se quitte pour un nouveau journal. Daniel, vous restez avec nous. On continue de décrypter cette situation dans une dizaine de minutes, juste après. Donc, un nouveau journal, édition spéciale ce matin sur i24 News. Ne bougez pas. Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv sur i24 News, édition spéciale ce matin. 3 familles, des milliers de forces de sécurité et un pays tout entier ont retenu leur souffle pendant 18 jours qui se sont terminés hier de façon tragique. Les corps des 3 adolescents enlevés ont été retrouvés vers 17h hier en fin de journée dans le nord de Hebron, enterrés sous un amas de cailloux dans un terrain vague. Naftali Frankel, 16 ans. Gilad Shachar, 16 ans, lui aussi, et Eyal Ifrar, 19 ans, seront inhumés. Aujourd'hui, ils laissent derrière eux des parents, des frères et des sœurs. On continue de décrypter cet événement avec vous, Daniel Sheikh, ancien diplomate israélien, notamment ambassadeur d'Israël en France. Et avec vous, Ali Waqued, bonjour, merci d'être là. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste du monde arabe. On va discuter de ce monde arabe, de la société palestinienne avec vous face à cet événement. Mais on commence tout de suite avec vous, Betsabé. On va balayer la presse internationale et la façon dont elle a couvert cet événement depuis hier soir. Et la presse internationale qui a relaté très largement cette information, avec bien sûr quelques exceptions qui expliquent que donc ces 3 corps ont été découverts à une dizaine de minutes seulement de là où ils avaient été vus pour la dernière fois. Alors avec tout d'abord la douleur. Regardez le New York Times, les recherches des 3 adolescents s'achèvent dans la douleur. Le quotidien américain explique les corps ont finalement été retrouvés sous un tas de pierres, vous l'avez dit Barbara. Après avoir espéré 18 jours, le pays a été frappé de plein fouet par la douleur et la colère. Alors la douleur toujours aux États-Unis avec cette formule, le pire cauchemar des parents sur laquelle insiste le blog du Washington Post, des révélations, je cite, brutales et déchirantes qui nous rappellent l'étendue de la cruauté humaine et du besoin de sang des terroristes. Une innocence qui a été donc relevée par l'auteur de cet article, Jennifer Rubin,
qui rappelle qu'il s'agit donc du sang de 3 jeunes lycéens qui ont été enlevés dans la rue. Je vous rappelle que toujours aux États-Unis, Barack Obama a parlé d'un acte de terrorisme insensé commis contre justement de jeunes innocents. Est-ce que la presse s'inquiète ce matin d'une montée des tensions dans la région ? Oui, on ressent ça beaucoup dans la presse européenne, notamment un vent de guerre souffle sur le Moyen-Orient. C'est ce qu'écrit la Stampa, c'est son premier titre, cette information. L'Italie qui a dès hier soir laissé une très très large place à l'information israélienne. Alors le journal relève les dissonances au sein du gouvernement, parmi lesquelles des réponses dures comme celle du vice-ministre de la Défense, Danon, qui demande d'anéantir le Hamas. Une réponse dure qui émane même de l'opposition, de Herzog, du chef des travaillistes, qui se dit certain que les services de sécurité puniront les responsables de ce crime horrible. Alors pour faire comprendre justement ce risque d'escalade, la Stampa insiste aussi sur la réaction du Hamas, qui a dit que si l'occupant provoquait une escalade ou une guerre, eh bien sûr, ils ouvriront les portes de l'enfer. Alors ce risque d'escalade dont on parle, on le ressent bien aussi en Espagne. El Mundo, qui a placé lui aussi l'information en première ligne dès hier soir, raconte Israël a retenu son souffle hier soir à 20h30 pour annoncer la découverte et se remplir de colère. Donc cette colère qui envahit le gouvernement israélien avec l'avertissement israélien de représailles et l'évocation de différentes options à retenir. Alors El Mundo qui se demande si les raids sur la bande de Gaza sont le résultat donc de la découverte des 3 corps ou alors d'une réponse à la vingtaine de roquettes qui ont été tirées hier sur le sud d'Israël. Je vous rappelle que selon l'armée, eh bien c'est une réponse aux roquettes qui, selon les analystes, a été durcie par quand même la découverte des 3 corps en Cisjordanie. Alors, on vient de voir El Mundo. En France, en revanche, l'info est loin d'être une priorité. Oui, très très frappant. En France, Le Monde, par exemple, est beaucoup plus discret. Regardez, j'ai choisi de vous faire une capture d'écran de la première page. Et encore, on ne voit pas les premiers titres tout en haut. Donc, c'est vraiment relégué en bas avec ce titre qui insiste ce matin sur la menace lancée par le Premier ministre israélien, le Hamas. Pera, le titre qui vient de changer il y a quelques minutes. Maintenant, c'est Israël qui multiplie les raids à Gaza, des raids dits massifs. Donc, on voit bien la position du Monde. Attention, Le Monde qui a repris un article de l'AFP et qui renvoie par contre à un article écrit le 27 juin sur une vague de sympathie pour les colons, je cite, avec la campagne de soutien dont on a beaucoup parlé, Bring Back Our Boys, qui serait devenue, je cite, virale sur les réseaux sociaux. Une campagne qui, selon Le Monde, aurait étouffé quelques rares voix dissonantes comme celle de l'ancien président de la Knesset, donc Avraham Burg, pour qui ces enlèvements étaient le résultat, je cite, de la prise en otage de la société palestinienne par la colonisation israélienne. Alors, en quelques mots, Le Figaro aussi, qui a relégué très 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 bas l'information sur la découverte des 3 corps, qui a déjà mis de côté la découverte des cadavres avec ce titre, le Hamas accusé du meurtre des 3 jeunes Israéliens, comme si finalement le Hamas était accusé, mais on ne sait pas vraiment où se place le Hamas. Le Figaro qui quand même n'oublie pas de rappeler que le Hamas a félicité les auteurs de l'enlèvement. Voilà, pour la France, on finit par la Grande-Bretagne. David Cameron dénonce, lui, un acte terroriste effroyable. Ça prend un écho plus important au Royaume-Uni. Eh ben, pas vraiment. En fait, l'Independent, par exemple, a placé l'info encore plus bas. J'ai cru qu'il n'en parlait même pas du tout. La découverte des 3 corps est d'autant plus difficile pour la société israélienne qu'elle aurait adopté ces droits adolescents. Alors l'Independent qui rappelle que plus de 400 personnes ont déjà été arrêtées en Cisjordanie. Je cite, des personnes qui sont qualifiées d'activistes du groupe militant Hamas selon le journal. Je vous rappelle quand même que les 2 suspects de l'enlèvement font partie de la branche armée du Hamas. Royaume-Uni qui ne considère que la branche armée du Hamas comme organisation terroriste. Puis alors pour finir, le Guardian, lui, a offert quand même une place beaucoup plus large à l'information, avec ce titre néanmoins qui m'a attiré l'attention. Regardez, Alleged Murder. Là, on se demande si c'est le Hamas qui est le supposé responsable ou si c'est carrément le meurtre qui est supposé. Titre assez ambigu. On note pour finir que l'article très vite nous rappelle qu'un adolescent aurait été tué à Jenin, un adolescent de 18 ans. On ne connaît pas du tout les circonstances. On sait que ça a eu lieu pendant un raid de l'armée israélienne, mais on ne connaît pas plus les circonstances. Voilà. Restez avec nous, Betsabé. Daniel Sheikh, je vous rappelle que vous étiez ambassadeur d'Israël en France. Vous êtes un fin diplomate. Comment vous analysez cette ambiguïté de la presse, et on peut peut-être généraliser à l'ambiguïté de la communauté internationale dans son ensemble sur cette affaire ? Je ne suis pas certain que j'y décerne une ambiguïté, mais il faut comprendre que c'est une communauté internationale qui a beaucoup de choses sur son assiette et que, clairement,
la place que détient cet événement dans la presse internationale et dans l'opinion publique internationale ne peut pas se comparer à ce qui se passe en Israël. Je pense que c'est normal. D'ailleurs, ce qu'a dit tout à l'heure, dans l'heure précédente, Jacques Neria, qui a parlé d'une sorte de fenêtre dans la communauté internationale pour une frappe israélienne, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Une question de temps, hein, ce serait une question de jour. Oui, mais je ne pense pas que la communauté internationale accueillerait avec compréhension, voire encouragement, une frappe israélienne. Je pense que la communauté internationale, qui déjà est perplexe, impuissante devant des événements énormes qui se passent dans cette région, sans pouvoir véritablement intervenir en Irak, en Syrie et ailleurs, ne souhaiterait certainement pas une déflagration de violence dans notre région aussi. Et je crois que c'est dans le contexte de ce qui se passe dans cette région qu'il faut aussi voir la presse internationale. Cela dit, il est quand même assez incompréhensible, et là je reviens un peu dans mon rôle d'analyste de la presse internationale que j'ai fait pendant très longtemps, que le jour même où, je ne parle pas des 19 jours, mais le jour même où les corps soient retrouvés, certains journaux trouvent acceptable de mettre cette information qui quand même intéresse le monde entier tout en bas. Comment vous l'expliquez ? Je ne l'explique pas. Je ne suis pas obligé d'expliquer toutes les choses insensées qui se passent dans la presse internationale. Oui, je pense. En précisant qu'il n'y avait pas une information Mais majeure. vous êtes journaliste. Dites-moi, vous, est-ce que ça a un sens dans une situation pareille ? Je pense que clairement, non. Maintenant, sur le contenu, on peut avoir un débat. Et là, c'est légitime. Mais dire que c'est un événement qui ne mérite pas mieux que la 6e ou 7e page... Je pense que c'est un jugement un peu bizarre. Ali, dans le monde arabe, dans la presse arabe ce matin ? Bon, ce n'est pas le meurtre qui est en priorité des médias arabes, c'est plutôt les représailles israéliennes et la réaction israélienne, la réaction militaire, le fait que dans le camp de réfugiés de Jenin, il y a un jeune Palestinien qui a été tué, et donc l'inquiétude d'une large opération israélienne, et bien sûr la campagne diplomatique que mène Abou Mazen, Mahmoud Abbas, pour essayer de soulager Israël, de faire pression sur Israël, que sa réaction soit plus mesurée que la demande de la droite israélienne. Maintenant, en ce qui concerne la média internationale, la média occidentale, à mon avis, ça reflète la fatigue que sent la communauté internationale de notre conflit, du conflit dans la région. Ça reflète l'indifférence que sent l'opinion publique et aussi les directions politiques dans ces pays. Et c'est aussi un message envoyé aux côtés belligérants et israéliens et palestiniens. Alors, Benjamin Netanyahu exerce une pression sur le monde. Il donne notamment des interviews depuis 2 semaines pour pointer du doigt le Hamas. On n'a pas vraiment l'impression, là non plus, qu'il a été entendu, hein ? Il n'a pas été entendu parce que, contrairement aux médias israéliens, à l'opinion publique israélienne, la communauté internationale attend des preuves. Pour le moment, il n'y a pas de preuves que le Hamas a été impliqué. Le Hamas officiellement n'a pas revendiqué responsabilité pour le kidnapping. Le fait que les 2 militants, les 2 suspects sont des militants de la branche armée du Hamas signifie pas que l'organisation en tant qu'organisation était officiellement derrière ce kidnapping. Le scénario d'une initiative locale indépendante est de plus en plus acceptée par la presse internationale, par la communauté internationale. Pour le moment, le grand dilemme d'Abou Mazen, c'est essayer de tirer profit dans l'arène politique palestinienne contre le Hamas, parce que si Israël passe de la défense, de la recherche des 3 jeunes à l'offensive, à des raids de plus en plus significative, soit en Cisjordanie, soit à la bande de Gaza, Abou Mazen sera obligé de condamner Israël et ne pas de condamner la raison de ces représailles israéliennes. Et donc, une large opération intensive israélienne risque de mettre Abou Mazen dans la même place que le Hamas. Et c'est ce qu'il souhaite éviter à tout prix.
Et c'est que le Hamas essaie de voir. Le Hamas, en contrepartie au raid israélien d'hier soir et de ce matin, a appelé Abu Mazen à riposter politiquement, à intensifier les pourparlers sur la réconciliation palestinienne, sur l'unité palestinienne. Et donc, Abu Mazen est entre le Hamas et entre Israël. Pareil pour l'opinion publique palestinienne qui n'est pas du tout satisfaite de la raison qu'a porté l'armée israélienne à être à nouveau dans les centres des camps de réfugiés, dans les centres des villes palestiniennes. C'est vrai que l'opinion publique palestinienne, en grande majorité, a félicité le kidnapping, en espérant que ce kidnapping tournera en échange de prisonniers. Maintenant, si l'opération israélienne sera de plus en plus dure, les Palestiniens vont très rapidement oublier la cause et la raison de cette opération et vont attendre de la direction palestinienne d'Abu Mazen de condamner Israël, d'intensifier sa collaboration avec le Hamas et les autres organisations palestiniennes aux dépens de la collaboration avec Israël. Israël doit prendre tout ça en compte dans sa riposte face aux Palestiniens pour pas que cette alliance Fatah-Hamas se renforce? Sans doute. Je pense qu'aux yeux du gouvernement israélien, c'est un aspect important de cette affaire. Mais il y a ici une certaine dissonance entre le gouvernement israélien et les gouvernements de la communauté internationale, en gros, si vous voulez. Parce que du point de vue du gouvernement israélien, toute opportunité est bonne pour délégitimiser le Hamas. Alors que dans la communauté internationale, le rapprochement entre le Fatah et le Hamas était perçu plutôt comme quelque chose d'encourageant, c'est-à-dire elle ne voudrait rien de mieux que de faire entrer le Hamas dans le domaine de la légitimité, de la modération, d'y voir un certain changement. Maintenant, moi je ne suis pas là pour juger si c'est le cas ou pas le cas, je crois que c'est beaucoup trop tôt pour le savoir et je pense que je suppose qu'aux yeux de pas mal de dirigeants du Hamas qui avaient peut-être des intentions de changer leur image, les événements de ces derniers 20 jours ne sont pas les bienvenus. Ont brouillé les cartes en quelque sorte. Le Hamas, la direction du Hamas s'est sentie piégée peut-être par cet enlèvement. En tout cas, il en est mal à l'aise. Barbara, avant-hier, le militant palestinien qui a été ciblé par l'armée israélienne était un militant du Hamas. Le Hamas n'a pas honoré, selon la culture palestinienne, le martyr palestinien, le membre de la branche armée. Sa famille a été très frustrée pour le fait que le Hamas n'a pas revendiqué son fils comme militant martyr officiel du mouvement. Hier, le Hamas a tiré quelques roquettes vers Israël en riposte à son membre qui a été ciblé et l'organisation n'a pas non plus revendiqué responsabilité pour le tir de ces roquettes. Donc le Hamas se trouve lui aussi entre les organisations radicales à la bande de Gaza qui attendent le Hamas de joindre totalement la résistance et de négliger le manœuvre politique. On continue d'en reparler après une petite pause de quelques minutes. En tout cas, Daniel Shaik, il est l'heure de vous remercier d'avoir été avec nous. 2 minutes de pause et on se retrouve juste après. Restez avec nous. Nous sommes en direct depuis Tel Aviv pour une édition spéciale. Merci d'être avec nous ce matin sur i24 News. Vous le savez, l'info de cette matinée, c'est les 3 corps des adolescents enlevés il y a 18 jours qui ont été retrouvés hier aux alentours de 17h au nord de Hebron dans un terrain vague. Beaucoup de questions à l'ordre du jour ce matin et notamment quelle sera la réponse israélienne à ce déroulé tragique. Pour l'heure, Cyril, on poursuit avec vous pour tenter de comprendre comment la presse arabe a couvert l'événement ce matin. Oui, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions dans la presse israélienne. C'est évidemment pas le cas aujourd'hui dans la presse arabe. Une presse arabe qui est préoccupée par d'autres dossiers, dira-t-on, l'Irak, mais également le retour du terrorisme en Égypte. Alors on va commencer par les journaux palestiniens. Ce qui préoccupe aujourd'hui le journal palestinien Al-Quds, eh bien, en tout cas le site d'information du journal Al-Quds, c'est la mort d'un Palestinien ce matin dans le camp de réfugiés de Jenin, un mort qui a été donc un Palestinien qui a été tué par
au cours d'un raid qui a été mené par l'armée israélienne contre le camp de réfugiés au nord de la Cisjordanie. Alors apparemment, d'après le journal, l'incident n'est pas directement lié aux opérations de l'armée, mais voilà, donc c'est ce qui fait la une du site d'information Al-Quds. Deuxième information intéressante, elle est publiée ce matin par l'agence de presse palestinienne Maram, et c'est Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui s'active, qui s'affaire pour essayer d'enrayer la machine de représailles israélienne. Mahmoud Abbas qui a contacté ses homologues aux États-Unis, mais également en Europe pour les impliquer, pour qu'ils appellent à la retenue pour une opération donc israélienne qui ferait le moins de dégâts possible. Et puis j'ai épluché le journal du Hamas, évidemment, puisque c'est le principal visé par le gouvernement israélien, le journal Palestine qui paraît donc dans la bande de Gaza et qui reprend sans doute in extenso les déclarations du porte-parole du Hamas, Sami Abu Zuhri, qui a promis, je cite, les portes de l'enfer à l'armée israélienne en cas d'offensive donc, contre l'enclave palestinienne. Et le quotidien qui, à longueur d'édition, ne cesse de mettre en doute la version israélienne, la version donc, selon laquelle le Hamas est responsable et le Hamas paiera. Dixit, donc Binyamin Netanyahou. Alors pour le journal Pan-Arabe Al-Hayat, un journal qui paraît à Londres également, lui se fait le relais des condamnations des présidents Obama, des présidents Hollande, mais également du Premier ministre britannique David Cameron. Donc on est tout à fait dans le factuel, dans la couverture factuelle de l'événement. Et puis selon nos confrères du Hachar Kalawasat, un autre journal pan-arabe, eh bien la Cisjordanie se prépare aux représailles de l'armée israélienne, donc après la mort des 3 colons, parce qu'il faut le souligner une nouvelle fois, pour nos confrères de la presse, des médias arabes, les 3 adolescents qui ont été enlevés, maintenant on peut dire assassinés, sont des colons dans le meilleur des cas et des soldats dans le pire des cas, notamment donc pour les journalistes du Palestine, le journal du Hamas. Alors Ali, vous êtes avec nous, journaliste spécialiste du monde arabe. Comment a réagi la rue palestinienne à cet assassinat? Est-ce que c'est la joie qui domine? C'est pas la joie qui domine, c'était la joie au moment de l'enlèvement, mais plus cette opération a fait payer la société palestinienne. Donc cette satisfaction était de plus en plus réduite. Les Palestiniens qui espéraient au premier moment de l'enlèvement que cette opération tourne en échange de prisonniers, voire des prisonniers libérés des prisons israéliennes, ont vu contrairement des chars israéliens en plein camp de réfugiés au centre des villes et des villages palestiniens. Maintenant, la question est donc une non-satisfaction de cette opération. Maintenant, si jamais cette opération continue à faire payer la société palestinienne le prix de l'enlèvement, ceux qui ont été contre l'enlèvement, notamment Abu Mazen, sera trouvé dans le même camp du Hamas, condamné l'opération israélienne, appelé Israël à la retenue. Et donc, ça c'est le dilemme d'Abu Mazen. Essayer de tirer... Ça va dépendre finalement de la proportion qu'Israël donnera à sa riposte. Tout à fait, tout à fait. Tout est maintenant dépendant de la riposte israélienne, de l'intensité de la riposte israélienne et du prix qu'Israël va faire payer le Hamas. Maintenant, si ce prix il est limité, si c'est un leader du Hamas qui est ciblé, l'atmosphère, le mood palestinien sera différent que si ce n'est une vague opération, une large opération, soit en Cisjordanie, soit à la bande de Gaza. Le Hamas a déjà fait appel à Abu Mazen à intensifier l'unité nationale vis-à-vis de l'escalade israélienne. Et donc, Abu Mazen va faire le choix. Est-ce que le président palestinien va essayer de profiter de ce développement pour se séparer définitivement du Hamas? Est-ce qu'il souhaite? Abu Mazen ne souhaite pas se séparer du Hamas. Abu Mazen souhaite voir le Hamas faire partie de la piste politique palestinienne, de voir le Hamas jouer un rôle politique et non pas un rôle militaire, violent, voire terroriste. Il ne craint pas une concurrence politique qui risque de l'anéantir, lui et son parti? Écoutez, Barbara, Abu Mazen ne veut pas être mentionné comme le chef palestinien en dessous de qui le peuple palestinien a été divisé entre Fatah et Hamas, entre religieux et séculaires, entre Cisjordanie et la bande de Gaza. Et ça, c'est la priorité d'Abu Mazen. Il y tient encore à cette alliance. Il tient encore à cette alliance, mais à mon avis, il essayera d'améliorer sa position dans ces pourparlers. La réconciliation qui a été achevée, qui a été exprimée dans
dans son premier état par le gouvernement de réconciliation. Selon l'accord de réconciliation, il y a des pourparlers sur l'OLP, sur les institutions de l'OLP et la place du Hamas au sein de l'OLP, sur des élections, sur le travail du Parlement palestinien. Et suite à cette opération suspecte du Hamas, Abou Mazen va essayer d'améliorer sa position, va essayer de réduire le prix du Hamas. Est-ce qu'il s'est senti piégé, Mahmoud Abbas, par cet enlèvement? Abou Mazen, il est toujours piégé entre Israël et entre le Hamas. Le Fatah, qui pense d'ailleurs qu'il y a un intérêt stratégique commun pour les Israéliens et pour le Hamas, voir l'OLP, voir l'autorité palestinienne affaiblie face au Hamas. Cyril? Oui, en tout cas, ce qui est clair, pour rebondir sur ce que dit Ali, c'est que le glissement vers le politique qu'avait amorcé le mouvement Hamas, avec le soutien, l'encouragement de l'autorité palestinienne sans doute, mais également de l'Égypte, qui voulait voir un Hamas beaucoup plus politique et moins terroriste, mais également un glissement vers le politique qui a été salué, on s'en souvient, par l'Union européenne, mais même par les Américains, aux grandes dames d'ailleurs de Benjamin Netanyahu. Eh bien, c'est clair que le Hamas, à présent, se retrouve acculé à la position qu'il connaît le mieux, finalement, à son ADN, à savoir revenir pour être un mouvement terroriste. Au sein du Hamas, il y a une division, il y a une partie importante dans la direction du Hamas qui appelle le mouvement au retour à la résistance, à l'abandonnement de la voie politique. Le Hamas, il est lui aussi piégé par les organisations plus radicales comme le djihad islamique et les salafistes. Et les yeux de la direction du Hamas n'est pas seulement vers la communauté internationale, n'est pas seulement vers l'autorité palestinienne, mais vers son environnement idéologique qui est les organisations islamiques, les organisations djihadiques qui eux aussi accusent le Hamas d'avoir exercé la politique aux dépens de la résistance, d'avoir exercé la diplomatie. Est-ce qu'on va s'attendre à un repositionnement du Hamas après cet événement? Vous savez, Barbara, suite au changement régional, au fait que le Hamas a perdu les frères musulmans en Égypte, que le financement de l'Iran a été réduit en 80-90%, le Hamas, il est à la recherche d'une nouvelle agenda et il y a pas mal de divisions au sein de la direction du Hamas entre une partie qui est plus radicale et qui pense que le Hamas a été dommagé par les dernières années où il était considéré comme un parti de pouvoir, surtout à la bande de Gaza, une période dans laquelle le Hamas a perdu pas mal de militants et pas mal de sympathisants pour les organisations djihadistes et salafistes, et c'est un facteur très important dans les calculs du Hamas. Maintenant, suite au sort de la guerre en Syrie, le Hamas a entamé récemment des pourparlers avec l'Iran pour essayer de rétablir, de revenir aux relations stratégiques entre le mouvement et entre la République islamique de l'Iran. Donc il y a maintenant tout un mélange que le Hamas essaie de trouver sa voie et de trouver ce qui est le plus convenable pour lui dans ces moments. Donc c'est pas seulement l'axe israélo-palestinien, c'est tout l'axe régional et les calculs régionaux que le Hamas va prendre en compte. Est-ce qu'on sait, pour revenir à l'enlèvement, d'après vos sources palestiniennes, d'où est parti l'ordre de ce kidnapping? L'ordre, selon la direction du Hamas à la bande de Gaza, la direction politique du Hamas n'a rien à faire avec cet ordre. Pour la première fois, la direction du Hamas admet qu'il peut se faire, que c'était une initiative locale, une cellule locale du Hamas qui a voulu faire un acte dans le cadre de la grève de faim des prisonniers administratifs palestiniens. Et c'est rare quand le Hamas admet qu'il peut se faire un scénario pareil. Le Hamas, qui est une organisation très centraliste, une organisation que les directions sont claires, la division le partage entre direction politique et direction militaire est prête. Le Hamas admet qu'il peut se faire que des membres de l'organisation ont fait l'enlèvement sans pour autant avoir des instructions de la direction politique et militaire de l'organisation. On continue d'en reparler dans un instant. Pour l'heure, on prend la direction de Khalhoul où on retrouve Mathias Inbar au nord de Hebron. Quelle est la situation, Mathias, dans la zone ce matin?
Eh bien, Barbara, c'est un petit peu la même depuis ce matin. Vous le voyez sans doute derrière moi. Les soldats inspectent une à une les voitures qui rentrent et qui sortent de ce village de Khalkhoul, un village d'une centaine de maisons tout au plus. C'est là, d'ailleurs, derrière cette colline où ont été trouvés les corps hier. Il y a effectivement toujours des opérations. Tous les demi-heures à peu près, on voit des voitures de blindés rentrer et sortir de ce village de Khalkhoul. Certains appartenant aux forces spéciales de l'armée et de la police israélienne. Bref, les recherches continuent. Une véritable chasse à l'homme pour retrouver les terroristes auteurs des faits de l'enlèvement et donc de l'assassinat des 3 adolescents israéliens. Alors en attendant, Mathias, sur le terrain, les premières mesures punitives ont été prises cette nuit, notamment à l'encontre des 2 domiciles, des 2 ravisseurs. Qu'est-ce qu'on en sait ce matin ? Eh bien, principalement le fait de détruire partiellement l'une des maisons des 2 terroristes, en tout cas des terroristes suspectés d'avoir commandité et réalisé cet enlèvement et cet assassinat. Il s'agit de la maison de Amar Abou Aïché, l'un des terroristes suspectés. Celle de Marwan Koussaïmeh n'est pas pour l'instant concernée par cette démolition, mais ce genre de cas, ce genre de réaction de la part du gouvernement israélien a été, a déjà été vu dans le passé, notamment dans les années de la pleine Intifada en 2002, où il y avait des attentats quasiment quotidiennement. Et effectivement, ce type de réaction et de décision de la part du gouvernement n'était pas entré en ligne de compte depuis plusieurs années. Et il semble, selon l'état-major israélien, que ce genre de décision ait une influence concrète parce que la pierre, le Hajj en hébreu, est très important pour les familles palestiniennes. Et cela, semble-t-il, selon les services de sécurité israéliens, ont une influence concrète sur les terroristes ou sur ceux qui voudraient éventuellement commettre des attentats. Merci beaucoup Mathias Inbar depuis Khalkhoul. Et dans ce contexte, vous le savez, l'aviation israélienne a également opéré largement cette nuit dans la bande de Gaza. 34 cibles terroristes ont été visées par les avions de chasse israéliens. Plutôt 3 roquettes avaient été tirées sur le sud d'Israël. On va retrouver sur place Maël Benoliel dans la ville de Sderot. Quelle est la situation ce matin ? Oui, alors écoutez, nous nous trouvons actuellement à l'endroit même où est tombée la dernière roquette plus tôt ce matin. Comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi, cette roquette est tombée dans un terrain ouvert, dans un champ. Le champ qui est en train de prendre feu, le feu est toujours bien présent. Les sapeurs-pompiers israéliens tentent de le maîtriser. C'est en fait le bilan de cette nuit, de cette matinée de tension et de violence est le suivant. 5 roquettes sont tombées depuis cette nuit jusqu'à ce matin, jusqu'à il y a quelques minutes. Et effectivement, les habitants vivent cette réalité depuis malheureusement trop longtemps et sont habitués à ce type d'événements. Maël Benoliel depuis Sderot, merci d'avoir été avec nous ce matin. Ali, vous voulez réagir? Barbara, c'est vrai que le cabinet israélien va maintenir sa discussion aujourd'hui pour décider de la réaction, mais si on doit tirer des conséquences et des résultats des raids d'hier soir et de ce matin sur Gaza, ce qui a été ciblé sont des camps d'entraînement du Hamas et du djihad islamique, ceux qui ont été évacués depuis quelques heures du moment où la nouvelle sur la découverte des 3 corps israéliens. Donc, je ne vois pas. Si on juge selon la première partie de la réaction israélienne, il n'y a pas une volonté israélienne de changer l'équation stratégique de la région, surtout de la bande de Gaza. C'est vrai que... pas d'opération de grande envergure, c'est ça que vous voulez dire? Pour le moment, Benjamin Netanyahou, lui aussi, il a une pression de droite avec Lieberman et Bennett qui font pression pour une réaction frapper fort. Et frapper fort, ça aura des conséquences sur la réaction du Hamas, sur la position et l'attitude d'Abou Mazen. Il ne faut pas oublier, on est en plein Ramadan. Le Ramadan qui vient de commencer il y a 2 jours. Très sensible le fait qu'il y a un Palestinien qui a été tué dans le très symbolique camp de réfugiés de Jenin peut tourner contre
contre Abou Mazen peut tourner contre Israël. Tant qu'Israël était sur la défense et sa position était dans la communauté internationale et même j'ose dire, dans partie de l'opinion publique palestinienne encore compréhensible. Maintenant, si jamais Israël passe à l'offensive, et une offensive qui sera dure, les cartes vont être à nouveau mélangées. Et pour vous, ça risque de dégénérer si Israël va frapper fort? Tout à fait. Cyril, vous voulez réagir? Oui, bon, évidemment, il est encore un peu prématuré pour préjuger de la nature de la riposte israélienne, puisque je vous rappelle que le cabinet est actuellement en train de débattre avec évidemment des divergences très fortes au sein du cabinet entre, d'une part, les partis centristes, les représentants des partis centristes et les partis de l'aile plus radicale du gouvernement. Mais il faut bien comprendre que le cabinet fait face à un dilemme, un vrai dilemme. Comment frapper le Hamas? Il est évident que le cabinet va frapper le Hamas, mais de quelle manière? Il s'agira d'affaiblir le Hamas sans toutefois le décapiter, parce que dans ce vide que pourrait laisser le Hamas, on l'a dit tout à l'heure, le Hamas est garant d'une certaine accalmie dans la bande de Gaza. Dans ce vide-là, qui va s'engouffrer? Bien, ce sont les salafistes, les djihadistes. Et puis autre chose, si le Hamas devait reprendre consécutivement aux attaques israéliennes la résistance armée palestinienne, eh bien, il pourrait se trouver un nouveau bailleur de fonds, en tout cas un ex-nouveau bailleur de fonds. Il s'agit évidemment de l'Iran. Voilà, c'est ce que vous craignez comme scénario également. On passe à vous, Rudy. Vous êtes avec nous ce matin, comme tous les matins, pour comprendre ce qui se passe sur Internet. Les réactions suite aux 3 corps retrouvés ont été vives hier soir. Oui, beaucoup d'émotions. Ça a commencé par des rumeurs sur Twitter, un petit peu avant l'annonce officielle qui était à 20h30, heure locale, de la découverte donc, des 3 corps des jeunes kidnappés. Et puis ce tweet laconique du compte officiel de l'armée israélienne Tzahal. Durant les recherches, Eyal Yifrash, Gilad Shaar et Naftali Frenkel, Tzahal a découvert 3 corps près de Hébron. Alors très vite, des centaines de messages d'effroi, de deuil, mais aussi de colère affluent sur les réseaux sociaux, notamment sur la page officielle de la campagne Bring Back Our Boys. Il y avait donc une page qui avait réuni 118 000 soutiens de par le monde et qui hier a donc changé son image d'accueil pour la remplacer par une image de deuil. Alors sur la scène internationale, Rudy, le monde politique a réagi aussi sur Twitter. Oui, et une des premières réactions, on en a beaucoup parlé ici dans la soirée, sur Twitter, ça a été celle du Premier ministre britannique, David Cameron, qui dans un tweet a très vite dit sa tristesse et a qualifié ce triple assassinat d'inexcusable acte de terreur. Ce tweet a été suivi de près par un communiqué de l'Élysée qui condamne fermement le lâche assassinat des 3 adolescents. Et puis plus tard dans la soirée, le président israélien sortant, Shimon Peres, adresse lui ses prières aux familles, soulignant leur éducation et leur attachement au pays. Il a rappelé aussi dans un 3e tweet sa détermination à juger les terroristes. Mais il y a eu aussi pas mal de réactions dans la classe politique internationale, un peu partout en Europe et au Maghreb aussi. Par exemple, Frédéric Ries, qui est député belge, dit que le Hamas a exécuté ces 3 adolescents et avec eux, il a exécuté les espoirs de paix pour longtemps. Mais aussi en Tunisie avec ce tweet de Yamina Taibet, qui est activiste tunisienne pour le droit des minorités. Ce tweet rappelle que ce sont des gamins qui ont été assassinés et elle répond à certains messages de satisfaction que l'on pouvait effectivement trouver hier sur Twitter. Elle dit voilà, je ne cacherai pas mon dégoût à la vue de certains commentaires de joie. Voilà, et on l'a dit dans cette émission, des rassemblements spontanés qui ont vu le jour hier soir immédiatement un peu partout en Israël, à l'étranger également. Ces rassemblements se sont organisés via Facebook, via Twitter aussi, enfin surtout Facebook en Israël. Ceux qui se réunissaient invitaient leurs amis et leurs voisins à les rejoindre via des photos. Alors on voit le rassemblement hier, place Rabin, 24 heures seulement après le concert de soutien du mouvement Bring Back Our Boys. Les chansons avaient donc hier laissé place aux prières, comme le disaient beaucoup d'internautes, comme aussi on voit aussi Jérusalem, le Kikar Tzion, où des centaines de jeunes ont allumé des bougies. Et puis vite après l'annonce, le Bring Back Our Boy avait laissé place au hashtag Don't Forget Our Boys, n'oubliez pas nos garçons, avec cette image bleu turquoise énormément partagée hier. Et on finit par le monde francophone qui réagit dans son ensemble. Oui, alors il y a eu des milliers de réactions au-delà même de la communauté juive. En France, l'annonce de la découverte des 3 corps des adolescents a laissé place à la stupeur, comme c'était juste pendant le match de l'équipe de France. Donc regardez ce tweet qui va tout résumer. Je suis passé en 1 seconde du bonheur des chants à l'horreur d'un chant. Je suis anéanti. Et cette vague de pessimisme sur la suite des événements, beaucoup craignent l'escalade. Par exemple, pour Bernard Salah, tout est réuni pour une nouvelle guerre type plomb durci. Et puis on va terminer cette revue du web
par un message posté sur Facebook qui ce matin va prendre un sens tout particulier qui a été relevé par le blog Abir Israeli. C'était à l'époque où Gilad Shalit était retenu en otage par le Hamas, un épisode qui avait énormément préoccupé l'un des 3 jeunes assassinés, Eyal Ifra. Il s'était mobilisé sur sa page Facebook et il demandait à ses amis de ne pas oublier le jeune Gilad Shalit. Alors voici un extrait, 5 ans que Gilad n'a pas enlacé sa mère, 5 ans que Gilad n'a pas entendu son père, 5 ans que Gilad n'a pas lu un livre, 5 ans que Gilad n'a pas senti l'odeur d'une fleur, 5 ans que Gilad n'a pas ri, 5 ans que Gilad ne sait pas quel malheur va lui arriver demain. Et cet espoir qu'il n'avait jamais perdu, nous ne perdons pas espoir et à chaque jour nous prions pour qu'il le ramène à la maison. Il avait cette sensation, ce sentiment qu'il était encore en vie. Lui, malheureusement, n'a pas eu cette occasion de survivre. Cette chance de survivre. Merci beaucoup, Rudy. On se dirige à présent vers la localité de Neuf Ayalon, où on retrouve notre envoyée spéciale Léa Berdugo devant le domicile de la famille Frankel. Léa, est-ce que la famille s'est montrée ce matin aux habitants de la localité? Est-ce qu'elle compte s'exprimer également? Pour l'instant, la famille n'est pas sortie de chez elle. Nous venons de parler à son porte-parole qui nous a expliqué qu'il était encore trop tôt pour eux de parler aux médias et de faire une déclaration aujourd'hui. Ils sont en train de réfléchir pour voir si ils vont parler aux journalistes ou non aujourd'hui. En tout cas, l'atmosphère de grand calme de ce matin que nous avons pu ressentir ce matin est en train de changer légèrement. De plus en plus de personnes affluent pour prier, pour se recueillir ici et étudier les textes juifs. Des bougies mémorielles sont également disposées devant la maison des Frankel. Un carnet de notes qui avait été disposé à côté de la maison pour que les personnes expriment leur message de soutien aux familles pendant ces 18 jours sans nouvelles des 3 adolescents disparus et restés à côté de la maison. Ce ne sont désormais plus des messages d'espoir mais bien des messages de deuil qui sont écrits. Est-ce que selon ce que vous avez vu, Léa, ce matin, les familles continuent d'être encadrées par les autorités israéliennes pour gérer cette tragédie, ce traumatisme ? Oui, on voit un important dispositif de sécurité ici, la police, mais également des visites des autorités auprès de la famille. Les familles sont encadrées dans ces moments, les forces de sécurité qui les ont accompagnées tout au long de la disparition des 3 jeunes. Elle est également soutenue donc par les autorités, mais également par son entourage qui continue d'affluer aujourd'hui. Merci beaucoup Léa Berdugo d'avoir été avec nous depuis Neuf Ayalon. On vous retrouvera tout au long de cette matinée. Ali, cette édition touche à sa fin. Est-ce que vous pensez qu'après cette issue tragique, il va y avoir un bouleversement entre Israéliens et Palestiniens dans l'équilibre des forces où finalement tout le monde va essayer d'opter pour la retenue et éviter une dégringolade? Tout dépend du contenu de la réaction israélienne et de l'intensité de la réaction israélienne. Ce que je viens d'apprendre ces dernières minutes, que la direction, et ce n'est pas étonnant, que la direction du Hamas a pris des mesures de caution un peu plus importantes autour des dirigeants du mouvement Ismail Haniyeh, Mahmoud Azahar et autres. Et d'ailleurs, ils sont retournés dans les bunkers de Gaza? D'un côté. De l'autre côté, si jamais un de ces dirigeants est ciblé, le Hamas sera en très grand dilemme. On a vu comment le Hezbollah a réagi quand Imad Mourni a été assassiné. Il n'y avait pas une réaction au moins officielle et de grande ampleur de l'organisation. La question du Hamas, est-ce que l'organisation va baisser la tête devant l'assassinat d'un de ses dirigeants ou est-ce que le mouvement va retourner au tir des roquettes dures qui nécessitera de modération? Nous ouvrirons les portes de l'enfer si Israël nous attaque. C'est une menace en l'air ou c'est sérieux? Pour le moment, c'est en l'air, mais on ne sait pas comment est-ce que l'organisation va réagir. Si ceux qui vont être ciblés sont des camps d'entraînement, des maisons, des domiciles, des dirigeants, la riposte du Hamas sera différente. Mais si Ismail Haniyeh ou Mahmoud Zahar ou autres sont ciblés, il faut attendre à une réaction. C'est pas l'enfer, ils n'ont pas les moyens. On a sous-estimé l'effort que les Égyptiens ont fait les derniers mois. On verra une réaction, mais limitée du Hamas. Et le Hamas, est-ce qu'il a été réellement affaibli en Cisjordanie, du moins pendant ces 19 derniers jours?
Tout à fait, mais ce n'était pas la branche armée du Hamas qui a été affaiblie, parce que la branche armée était toujours sous la chasse et de l'autorité palestinienne et des services de sécurité israéliens, mais c'est l'infrastructure civile du Hamas. On a vu que suite à l'accord de réconciliation avec l'OLP, avec le Fatah, on a commencé à voir des défilés du Hamas, on a commencé à voir des démonstrations du Hamas, des associations de charité du Hamas qui ont commencé à opérer librement en Cisjordanie. Du coup, toute cette activité a disparu, et donc le poids que cette activité politique, religieuse, sociale du Hamas qui menaçait Abou Mazen, qui menaçait les libéraux dans la société palestinienne a du coup disparu dû à cette opération israélienne. Donc cette opération israélienne ne servira pas, à votre avis, pour l'avenir, les intérêts du Hamas, il n'en récoltera pas les fruits, sa popularité est en train de baisser? On a parlé avant d'ambiguïté, ça c'est l'ambiguïté de la société palestinienne. D'un côté, une non-satisfaction suite à l'enlèvement à cause des conséquences et des résultats dus à l'opération israélienne, mais au long terme, le parti politique palestinien ou le mouvement palestinien qui est plus persécuté par Israël gagne malheureusement plus de popularité au sein de la population palestinienne. Allez, on verra évidemment comment toutes ces situations vont évoluer. Ali Waked, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Rudy, merci Cyril. Je vous rappelle donc le grand titre de cette matinée. 3 familles, des milliers de forces de sécurité et un pays tout entier ont retenu leur souffle pendant 18 jours. 18 jours qui se sont terminés hier de façon tragique. Les corps des 3 adolescents enlevés ont été donc retrouvés dans un terrain vague au nord de Hebron, sous un amas de pierres. Naftali Frankel, 16 ans, Gilad Shahar, 16 ans lui aussi, et Ali Ifrar, 19 ans, seront inhumés aujourd'hui. Ils laissent derrière eux des parents, des frères et des sœurs, et un pays en deuil, attristé et mobilisé pour ce nouveau drame que la société israélienne vient de vivre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Évidemment, on continue de développer toutes ces informations sur i24 News tout au long de la journée. Très bonne journée. Portez-vous bien.